Tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode d'un événement mondial raconté. Pour commencer, nous allons traiter de la Révolution française sous la monarchie. La Révolution française est un tournant majeur dans l'histoire de France. Certains Français vont apprendre que l'on peut contester le roi, puis que l'on peut se passer du roi, et enfin que les citoyens peuvent être à la base du pouvoir. Mais la Révolution française, ce n'est pas que l'écartement d'un roi. C'est également des périodes plutôt dures comme la Terreur ou encore les coups d'État sous le Directoire qui nous amèneront directement à Napoléon. Mais dans ce cas, quelle est la situation de la France en 1788? Il y a un roi, tout d'abord, Louis XVI, petit-fils de Louis XV, qui règne depuis 1774. Il est très instruit, cependant il est peu apte à gouverner et facilement influençable. De plus, le royaume connaît de gros problèmes financiers. Une dette qui est estimée à environ 5 milliards de livres tournois, des dépenses supérieures aux recettes, des emprunts remboursés, etc. Sur le plan social, le pays connaît depuis les années 1780 de gros problèmes alimentaires suite à de mauvaises récoltes. On peut y ajouter les idées des Lumières, comme celle de Montesquieu, par exemple, qui critique l'absolutisme et l'arbitraire. Ainsi, de très nombreuses raisons sont à l'origine d'un mécontentement général. En juin 1788, le Parlement de Grenoble refuse de voter le texte proposé par Calonne, alors contrôleur général des finances. On a la très célèbre journée des Tuiles où des révoltés lancent des pierres aux troupes royales qui veulent imposer les mesures de Calonne. Nous avons les parlements qui réclament la tenue des États généraux qui vont avoir lieu en mai 1789. Chaque ordre doit envoyer des députés devant le roi. Le nombre du tiers-État est doublé, donc nous avons 2 fois plus de membres du tiers-État que de membres du clergé ou de la noblesse. En mai 1789, nous avons 330 nobles qui arrivent, 326 membres du clergé et 661 personnes appartenant au tiers-État qui se présentent devant le roi. Ce sont essentiellement des hommes de loi, nous n'avons aucun pauvre sauf un paysan mais qui est lui-même aisé. Le 5 mai a lieu l'ouverture des États généraux à l'hôtel des Menus Plaisirs. Nous avons un discours du roi, de Necker, puis rien jusqu'au 10 juin, où l'abbé Sieyès demande aux deux autres ordres de les rejoindre. Et nous avons le 13 juin, 3 clergés du Poitou qui rejoignent le tiers-État, dont Jacques Jallet fait partie. Le 17 juin, il se proclame Assemblée nationale et le 20 juin, il jure de ne pas se séparer avant d'avoir doté la France d'une constitution dans la célèbre salle du jeu de pommes. Le roi décide de les réunir le 23 juin et il leur demande de se séparer. Mais il y a le refus du bas clergé et du tiers-État. Le roi cède, marquant ainsi la fin de la monarchie absolue. Dans la foulée, les députés déclarent les membres de l'Assemblée nationale inviolables. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale devient constituante. Le 11 juillet, Necker est renvoyé. Or, il est aimé du peuple, car il n'augmentait pas les impôts, puisque, banquier suisse, il empruntait beaucoup d'argent. Des rumeurs circulent à Paris que des troupes de mercenaires suisses, italiennes, écossaises rôdent autour de Paris. Le lendemain, des émeutes éclatent entre la royale allemande et des manifestants, qui conduit à la prise des Invalides afin de s'armer. Le 14 juillet, prise de la Bastille afin de s'armer et comme un symbole pour montrer la fin de l'arbitraire du roi, cette prison enfermait les prisonniers à cause des lettres de cachet. De fin juillet au 10 août, nous avons la grande peur. C'est un sentiment de peur qui envahit les campagnes. On pense à des armées de brigands qui pillent le territoire, à une conspiration aristocratique. Des châteaux sont brûlés, des registres seigneuriaux également brûlés. Pour calmer ces tensions, des nobles, sous l'impulsion du duc d'Aiguillon et du vicomte de Noailles, proposent de supprimer les privilèges dans la nuit du 4 au 5 août. Dans la foulée, on commence à réfléchir sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont on vote les statuts entre le 20 et le 26 août.
Cette déclaration comprendra 17 articles. On y trouve notamment la notion de la loi, qui est faite par des hommes de loi. On y retrouve les thèmes de la liberté, de l'égalité. Par contre, en ce qui concerne la fraternité, il faudra attendre encore un peu. En septembre, la question des pouvoirs du roi se pose. Certaines personnes pensent que le roi doit avoir un veto total, d'autres au contraire un veto suspensif, c'est-à-dire un veto temporaire non illimité. Le 11 septembre, on tranche pour le veto suspensif. Face aux accords et aux désaccords des députés, on voit l'Assemblée s'organiser. Les gens qui pensent que le roi doit avoir un veto total se retrouvent à droite dans l'Assemblée. On a une géographie politique qui se dessine. Donc à gauche, nous avons les patriotes autour des démocrates dont Robespierre fait partie, et autour de trois personnalités, Duport, Barnave et Lameth. Au centre, nous avons les constitutionnels, c'est-à-dire ceux voulant des réformes. Au centre droit, nous avons les monarchiens qui sont en faveur d'une monarchie libérale ou d'une monarchie à l'anglaise. Et à droite, nous avons les aristocrates, ce sont ceux qui sont appelés les amis de la reine, et ils vont rapidement émigrer en automne. Tout ceci fait environ 1145 députés. Notons que nous sommes toujours sous la monarchie, Louis XVI est toujours le roi. À partir de cette période, nous voyons apparaître des clubs dans la capitale puis dans les provinces. Cela a permis un développement de l'opinion publique. Le club le plus connu est la Société des Amis de la Constitution, qui deviendra le club des Jacobins. La Constitution est établie en septembre 1791. Le roi nomme les ministres, ceux-ci ne sont pas responsables devant l'Assemblée, ce qui fait de la monarchie française une monarchie constitutionnelle, mais pas parlementaire, car seul le roi décide pour le choix des ministres. En contre-pouvoir, nous avons une assemblée qui représente la nation. Mais qui vote? Ceux qui paient au moins pour 3 jours de travail, ce qui fait environ 60% des hommes actifs. Parce que bien évidemment, il faut être un homme. Et on exclut les soumis, c'est-à-dire les domestiques. Cependant, l'opinion à l'égard de la monarchie s'effrite incontestablement. En avril 1791, le roi veut quitter Paris, puisqu'il vit à Paris depuis le 6 octobre 1789, où des manifestants ont ramené le roi à Paris. Pour la fête de Pâques, le roi veut quitter Paris du coup. Mais son palais est envahi et ne peut le quitter. Il a l'idée qu'il est emprisonné, c'est-à-dire qu'il décide ensuite de fuir vers l'est de son royaume pour être proche du Saint-Empire romain germanique, où l'empereur n'est autre que le frère de Marie-Antoinette, sa femme. Il part en juin avec sa famille. Mais il est reconnu sur la route, il est attrapé et reconduit par les députés à Paris le 20 et 21 juin, c'est la célèbre fuite de Varennes. Dans la foulée, l'Assemblée promulgue un texte disant que le roi a été enlevé. C'est un texte critiqué par une partie des Jacobins. D'ailleurs, l'autre partie des Jacobins qui n'est pas d'accord avec ceux qui ont critiqué le texte se désolidarise et quitte le groupe des Jacobins pour créer le groupe des Feuillants. Le 17 juillet, une pétition circule demandant la destitution du roi au profit de son fils, mais l'Assemblée décide de le garder. Donc, suite à la Constitution de septembre 1791, une nouvelle Assemblée est élue, avec comme particularité aucun des députés sortants ne peut être réélu. Donc, ce sont des novices qui sont élus. Mais quelle est la situation de cette nouvelle Assemblée? 746 députés. À gauche, nous retrouvons les Jacobins et les Brissontins, c'est-à-dire ceux qui adhèrent aux idées de Brissot, dont beaucoup de Girondins. Au centre, on retrouve les plus nombreux, donc le centre, la plaine, et à droite, on retrouve les Feuillants. Mais la situation financière du pays n'est toujours pas bonne. Certains députés et le roi veulent la guerre contre l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Quelles sont leurs raisons? Le roi. Soit l'armée gagne, d'où le prestige qui rejaillit sur lui, soit il perd et son beau-frère viendra mettre de l'ordre. Les Feuillants veulent de la guerre, soutenus par Lafayette qui veut diriger une armée. Seuls les Jacobins et les Brissontins ne veulent pas, car ils disent que le roi joue à un double jeu. Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre aux rois de Bohême et de Hongrie,
pour éviter de se mettre tout l'empire à dos. Mais en soi, le roi de ces deux pays n'est autre que l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Dans le royaume, ce n'est toujours pas l'harmonie. Le 20 juin, les Tuileries sont envahies. Le roi porte le bonnet phrygien, mais il refuse de retirer son veto pour des mesures votées par l'Assemblée en 1791. L'armée française n'est pas non plus en grande forme. Elle était dirigée par des nobles qui ont émigré. L'Assemblée demande au peuple de venir défendre le territoire. Nous avons donc des Marseillais qui viennent du sud de la France et qui chantent le chant de guerre de l'armée du Rhin, qui deviendra un peu plus tard la très célèbre Marseillaise. En été, le commandant des forces ennemies Brunswick lance un manifeste pour terroriser Paris. Les sans-culottes parisiens pensent que cela vient du roi et envahissent les Tuileries. Le roi fuit et rejoint l'Assemblée qui décide de le suspendre. Le gouvernement transitoire se met en place. À la fin du mois d'août, les armées ennemies entrent en France. Au tout début septembre, le gouvernement transitoire laisse massacrer des prisonniers. En effet, des mesures prises depuis 1791 ont eu lieu envers le clergé. Une partie de celui-ci refuse de faire ce qu'on lui demande. L'été 1792, ces mesures contre le clergé dit réfractaire augmentent et ces derniers sont arrêtés. Or, début septembre, des rumeurs circulent disant que la France compte des traîtres de l'intérieur en prison. Les 2 et 3 septembre, des révoltés forcent les prisons et massacrent les prisonniers, dont beaucoup étaient du membre du clergé. Il faut savoir qu'en Provence, des faits similaires ont lieu. La grande date de la guerre est celle du 20 septembre, avec la fameuse bataille de Valmy. L'armée prussienne, atteinte de dysenterie, ne peut donc se battre efficacement et est repoussée. Cette bataille marque l'ouverture de la Convention nationale et ainsi le lendemain, donc le 21 septembre, l'abolition de la monarchie est proclamée et une assemblée composée de 749 membres se met en place. Donc, quelle est la nouvelle géographie politique? En hauteur, nous avons les montagnards. Au milieu, au centre et au centre-gauche, nous avons la plaine qui peut également être appelée le Marais. Et à droite, nous avons les Brissotins ou ceux qui deviendront les Girondins. Au départ, le centre va suivre les Girondins. Notons que le roi est emprisonné. Des débats ont lieu pour savoir si l'on doit juger le roi ou pas. Non. La décision, c'est qu'on ne doit pas juger le roi jusqu'au 20 novembre 1792 avec l'épisode de l'armoire de fer. Une armoire du roi avec une correspondance entre lui et l'empereur est découverte. Le double jeu du roi est critiqué et le 3 décembre, le roi est décrété jugeable. Le 11 et le 26 décembre, le roi compare, il tente de se défendre, il se défend pas très bien d'ailleurs, il est défendu par des personnalités importantes comme Malesherbes, mais il nie ses lettres retrouvées. Le 14 janvier 1793, des débats ont lieu pour savoir le sort du roi. Et le 16 janvier, le vote a lieu et 387 personnes choisissent la peine capitale, dont 26 avec sursis, contre 334 pour le bannissement. Si l'on fait les comptes, nous avons 387 personnes qui choisissent la peine capitale, dont 26 avec sursis, ce qui fait 387 moins 26 égale 361. Or, si les 334 pour le bannissement plus ceux avec sursis, ça fait 334 plus 26 égale 360. Donc 361 pour la peine capitale, 360 pour le bannissement, ce qui fait une différence. Et on sait que le cousin du roi a voté pour la mort du roi, donc on peut dire que la mort du roi s'est faite à une voix. Bref, donc si le cousin du roi avait fait le choix inverse, le roi aurait peut-être survécu. Bref, tout cela conduit à la mort du roi et de sa famille le 21 janvier 1793 par la peine capitale qui était la guillotine.
Voilà, ceci conclut notre premier épisode sur la Révolution française où nous avons traité de la monarchie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous espérons que ceci vous aura intéressé. Bonne journée, au revoir.